Donc ensuite, j'avais un autre témoin dans les blés où j'ai fait des passages de fraises de manière localisée, puisque je voulais essayer quelques semis à la fraise sur la partie en bio cette année. Donc j'ai fait les essais de la fraise dans des champs en ACS au début, puisque je savais que j'allais avoir une meilleure portance, donc j'allais pouvoir venir avant pour vérifier que le matériel fonctionne bien, le régler et ainsi de suite. Et donc j'ai fait des zones localisées à la fraise dans ce type de parcelle pour caler le process, on va dire. Et aujourd'hui, le blé dans ces zones-là n'a pas eu moins faim, il n'a pas eu plus faim. Alors, j'ai pu avoir des fins un peu plus supérieures parce qu'il y a des endroits où j'ai mis quelques grains de blé, donc je me suis retrouvé avec des surdensités par rapport à ici où je sème toujours des densités assez basses. Je trouve dans mon système, je n'ai que à y perdre à semer des densités assez hautes. Donc, si il y a plutôt avoir un effet sur cet aspect-là. Après, la plupart des endroits, je n'avais pas forcément mis de blé. C'était juste pour voir un peu comment se faisait la terre à la fraise. Voilà, donc aujourd'hui, le blé n'a pas eu moins faim en azote. J'ai pas eu de minéralisation spécifique liée à ce travail du sol. Et donc, si j'avais fait un travail du sol partout pour implanter mes blés n'auraient pas eu une meilleure nutrition. J'ai pas eu une meilleure vigueur de début de cycle, j'ai pas eu une meilleure nutrition azotée. Donc j'avais rien à y gagner, mis à part que j'aurais eu des gros soucis de portance et de réussite pour venir semer si j'avais fait du travail du sol ici. Donc j'aurais eu un coût supérieur parce qu'on est dans des terres très usantes à cause de la silice. Et c'est tout en fait. Je n'avais rien du tout à y gagner. Et j'aurais peut-être perdu encore en portance pour venir faire mes interventions. Alors que toutes ces parcelles, j'ai pu venir faire la fertie, le désherbage ou autre, tout le temps, par tout temps quasiment, et je n'ai jamais eu de soucis. On voit, c'est pas fortement marqué, c'est juste les crampons normaux, on va dire. Donc je m'enfonce quasiment dans aucune parcelle. C'est pas forcément le cas autour. Je m'amuse rarement à filmer les champs des voisins par respect, mais croyez-moi, c'est pas le même. Les passages de pulvée sont pas forcément dans le même état. Voilà, c'est pas une critique, mais c'est juste que c'est un constat par rapport à la façon culturelle qui a sans doute des avantages et des inconvénients. Et on va pas se quitter sans regarder un peu le sol, parce que le principe, c'est ça. Donc, j'ai laissé ma fourche trop petite dans la voiture. Bon, je commence à faire un peu pitié avec ma fourche qui descend qu'à 15 cm. Ça fait que on voit pas forcément les problèmes de compaction d'ailleurs, mais ça montre bien l'usure de la fourche. Donc on peut faire un petit focus, un point de vue agronomique d'ailleurs, en parlant de porosité, le fonctionnement d'un sol. Déjà de base, on le redit peut-être pas assez, l'état calcique de vos sols, c'est la première chose à regarder sur vos analyses de sol, c'est-à-dire n'importe quel sol, il faut assez de calcaire disponible, de CaO, pour le bon fonctionnement du sol, pour la bonne flocculation des argiles et pour tenir le complexe argilo-humique. Donc vous pouvez regarder le taux de saturation de vos CEC, la quantité de CaO encore disponible. C'est impératif, il en faut. Il y a des endroits où vous l'avez en trop par la roche-mère ou par le broyage des pierres. Il y a des endroits comme des terroirs, ici on n'en a pas du tout, il n'y a pas de calcaire actif, on doit l'acheter avec des camions. Nous c'est plutôt des silex, vous voyez, qui sont dans les sols. Donc nous on doit l'acheter et on doit les pendre. Donc mais il faut savoir aussi qu'il y a des gens où à la base il y avait assez de calcaire actif dans les sols, mais avec la réduction du travail du sol, ou encore pire sur la partie semi-directe, les gens ne peuvent ne pas faire attention, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir un pH d'origine à plus de 7,5, un peu plus en profondeur ici, et dans l'horizon superficiel, si ça se trouve, ils sont plus qu'à 5,5, 6. Alors 6,5 ça va, mais dès qu'on descend en dessous de 6, ça peut poser problématique. Donc il faut faire attention aux gradients de pH qu'on peut avoir dans le sol, qui se créent quand on arrête le travail du sol. Quand on fait du travail du sol, comme de temps en temps, on vient remélanger, rediluer tout ça. Alors que quand on arrête totalement le travail du sol, on peut acidifier en surface et en bas avoir un bon pH. Sauf que c'est bien l'activité biologique et on fait bien germer les plantes dans l'horizon de surface. Donc faites bien attention à ça et regardez bien vos analyses de sol. Et s'il faut, faites une analyse de sol que superficielle, dans l'horizon 0,7 par exemple, pour savoir comment vous vous situez. Ça c'est indispensable pour avoir une bonne porosité dans les sols. Vous ne pourrez pas avoir un sol qui se tient au niveau de la structure, si au niveau des amendements calciques, vous n'êtes pas correct. Donc ça c'est la première chose à faire. Ne commencez pas à vouloir réduire le travail du sol si déjà vous ne savez pas comment vous situez et si vous êtes mal situé là-dessus. Donc des fois il vaut mieux
investir son argent dans du carbonate de calcium ou autre selon votre terroir, vos besoins ou autre. Donc ça c'est encore un sujet un peu complexe qui demande beaucoup de temps à être traité. Mais ça c'est la première chose à regarder. Ensuite le sol, un sol qui fonctionne bien en gros, vous avez 50% du volume en terre en sol on va dire, et après tout le reste c'est de la porosité qui doit être en gros moitié air, moitié eau pour son bon fonctionnement. La porosité qu'on crée avec des outils, c'est de la porosité on va dire mécanique qui ne tient pas dans le temps et qui s'effondre ou qui s'efface. C'est bien la porosité faite par la vie du sol, par les végétaux. Donc quand on dit vie du sol, il y a les vers de terre qui font de la macroporosité, mais après il y a l'ensemble de la vie du sol qu'on ne voit pas qui elle fait la microporosité, et c'est bien celle-là qui tient dans le temps et qui est très importante. La partie, les macroporosités des vers de terre est bien pour l'écoulement de l'eau, mais des fois on peut avoir une bonne macro et une mauvaise microporosité. Donc pour un bon fonctionnement de sol, il faut bien s'assurer de ça. Donc là il faut s'assurer, prenez bien le temps de regarder régulièrement vos sols, de regarder l'horizon de surface. On va essayer de faire ça là. La perforation, il faut vous assurer du bon fonctionnement de celui-ci. Donc des fois, regardez peut-être un peu moins les cultures, un peu plus souvent le sol et son état de surface. Tous les sols ne se valent pas, c'est-à-dire qu'il y a des sols qui vont se restructurer naturellement en hiver parce qu'il y a une quantité d'argile suffisante. Et des terres comme là ici où c'est une dominante sable et limon, et bien en fait il va se déstructurer on va dire naturellement, c'est-à-dire sur des intercultures, sur des cultures à 75 cm, moi par exemple, il faut être assez vigilant parce que sur l'interrang de tournesol ou de maïs, le sol peut arriver à se refermer. Donc il faut bien faire attention à ça et observer régulièrement vos sols à une profondeur suffisante. Voilà, je ne connais pas encore la durée de la vidéo. Je me rends compte que j'ai parlé de l'observation de l'horizon de surface, mais bien sûr, il faut également faire l'horizon bien en dessous. Là, avec la bêche, je suis descendu qu'à 15-20 cm parce que je rencontrais des silex, mais il faut prendre le temps aussi d'observer en dessous pour pas partir sur une base malsaine, c'est-à-dire que ça serait dommage d'avoir une zone de compaction à 20 cm et de jamais s'en rendre compte simplement parce qu'on regarde les 20 premiers centimètres. Donc là, ce qu'il est pas mal de faire, c'est soit on peut très bien facilement venir avec un télescopique et les fourches à palette, vous savez, et les faire piquer avec un angle de 30-40 degrés. Après, vous cavez légèrement vers l'arrière, vous remontez. Et comme ça, vous pouvez faire ce qu'on appelle des mini profils 3D en moins d'une minute. Et comme ça, vous sortez le bloc directement. Ça permet de faire des observations un peu plus en profondeur. Voilà. Alors c'est pas ce qu'on fait tous les jours, mais c'est quand même important de le faire de temps en temps pour s'assurer de pas avoir de compaction en profondeur. Ça, j'en parle pas assez dans la partie vidéo, parce qu'en fait, comme je vous le montre pas sur le coup, bah, ça me vient pas à l'idée. Ça vaudrait le coup justement que je fasse des prises de vue là-dessus dans une vidéo dédiée. Voilà. J'avais d'autres choses à vous dire. Avec ce beau temps, on a envie de parler et d'aller dans les champs. On va peut-être quand même arrêter là pour aujourd'hui parce que je sais pas du tout à combien je suis rendu. Dans le montage, je vais essayer de vous rajouter les différentes photos. Et puis voilà, on se retrouve un peu plus tard. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? On fait le ramassage des pierres dans les champs. J'ai fait l'apport, alors j'ai fait un short, alors j'ai pas tout expliqué parce qu'en une minute c'est super dur d'arriver à dire tout ce qu'on veut. J'étais avec le pulvé quand même dans les champs cette semaine. Là on arrive fin talage, début et puis 1 cm. Historiquement, j'ai des carences induites en cuivre, donc là on va dire c'est en partie ma faute, c'est lié à mon système un peu culturel. J'ai augmenté la quantité de matière organique assez rapidement en surface et quand on fait ça, on peut se créer des carences induites légères en cuivre. Donc les premières années, je ne l'avais pas bien identifié visuellement et avec les analyses de sève, j'ai pu valider ça. Et maintenant, je sais qu'il ne faut pas que je me pose trop la question. Chez moi, il faut que je fasse un apport de cuivre de manière systématique au maximum et puis 1 cm. Donc cette année, au lieu de passer que pour du cuivre tout seul, c'est un peu dommage. J'ai apporté un tout petit peu de bord avec, donc j'ai dû mettre 0,4, 0,
chose comme ça. Parce que souvent les cultures ont des faibles... alors ça n'a pas des gros besoins, de grosses exigences en bord, mais c'est un élément qui est lessivable et qui reste comme... qui participe à de nombreux mécanismes de fonctionnement de la plante. Et donc avec l'ensemble des pluies qu'on a, il en restait très peu. Et je sais que dans mes analyses, il m'en manque toujours un peu. Alors il n'y a pas besoin de mettre des grosses doses, juste vous mettez moins de 100 grammes de bore et ça permet à la plante de mieux fonctionner quand même. Et je suis repassé donc avec un mélange, c'est de la vinasse de mélasse de betterave. L'année dernière, je n'avais pas utilisé, j'avais utilisé un peu les années précédentes. Alors, c'est à la fois un bon adjuvant, donc il y a des acides aminés. Donc, les acides aminés, c'est bien des protéines, enfin, c'est des parts de protéines. Donc, il y a un ensemble, il y a différents types d'acides aminés qui existent et elles ont tout un rôle différent. Donc, celle que j'ai utilisée a plutôt un effet pour chélater les oligo-éléments. Et donc, pour aider, ça fait qu'ils sont beaucoup plus absorbables, mieux absorbables par la plante. Alors, je vais essayer de... Je n'étais pas sûr d'en parler là, donc je vais voir, je vais peut-être mettre le tableau ou autre. Donc, demandez, si vous en achetez, demandez bien quelle part d'acide aminé il y a dedans, quel type d'acide aminé et sa fonction. Voilà. Donc, le but, moi, c'était d'aider à l'assimilation de l'ensemble des oligos, alors sachant qu'avec avec ça, il y a un ensemble d'autres oligos. Ça ne peut pas faire de mal, ce n'est pas des grosses doses. Le but aussi, c'était de venir, comme cette année, les cultures ont une implantation plus faible à stade égal, et qu'au moment où on va voir du coup de sec, qui à mon avis va arriver vu l'ensemble de la pluviométrie qu'on a eu en hiver, elle a encore plus de mal à s'alimenter en azote, dans les macro-éléments qui servent à faire le rendement, et tous les oligo-éléments, eux, servent plutôt pour la santé de la plante. Et à mon avis, cette année, la plante va avoir du mal à s'alimenter de l'ensemble de ces éléments par un enracinement plus faible. Donc on va dire que je la biberonne, tout comme la partie azote. Donc cette année, il y aura 3 passages comme ça. Alors là, il y avait, on va dire, je ne fais pas des passages spécifiques pour ça. Là, j'ai profité que je devais passer pour le cuivre pour faire ça. Et après, si j'ai un désherbage, parce que c'est un très bon adjuvant en plus pour les bouillies, donc il y aura encore 5 litres avec la partie désherbage ambroisie folle avoine. Donc ça, c'est fin mars, début avril. Et après, avec le fongicide, il y en aura aussi. Donc tout comme l'azote cette année, on va biberonner, on va amener des petites quantités mais régulières plutôt que des grosses quantités. Cette année, je n'ai pas du tout envie d'amener des grosses quantités d'azote. J'en ai pas reparlé d'ailleurs. Cette année, je fractionne beaucoup. Alors, je travaille en azote liquide, donc on travaille avec de l'azote liquide. L'azote liquide, c'est 50% d'urée. Un quart de NH4+, un quart NO3-. Donc c'est bien la part NH4+, et NO3- qui est la plus rapidement assimilable par la plante. Alors le NO3-, attention, parce que c'est ce qui, on va dire, rend malade les plantes et sensible, on va dire, aux bioagresseurs. La partie uréique de l'azote liquide va mettre un peu plus de temps à se dégrader, enfin à être transformé pour être biodisponible. Donc ça fait c'est pour ça que c'est un produit que j'aime bien, c'est-à-dire on a les 3 formes qui va sur le temps, et donc on peut des fois se permettre, alors cette année c'est pas le cas, d'apporter des plus grosses doses en instantané puisqu'on n'apporte pas une seule forme d'azote tout disponible par rapport à la grosse quantité d'ammonitrate qui est apportée d'un seul coup, où je ne suis pas trop fan parce qu'en fait on vient apporter énormément d'ammoniac et de nitrate dans les sols d'un seul coup, donc pour la vie du sol et d'autant plus pour la plante c'est pas super. Donc en ammonitrate vaut mieux avoir tendance à, alors là c'est mon avis, de fractionner plus que ce qu'on pourrait faire avec de l'urée ou de l'azote liquide. Bon, cette année la question se pose pas, vu les grosses quantités d'eau, à chaque fois j'étais content d'avoir apporté que 30 unités pour éviter d'avoir un coefficient d'utilisation de l'azote qui était trop faible et en perte. Il n'y avait pas besoin le blé n'avait pas des gros besoins, il en avait besoin. On voyait que l'apport était vraiment efficace à apporter un développement de la culture, mais il n'y avait pas besoin d'apporter 75 unités d'azote. Par contre, je suis revenu après quelques semaines après, et là on voit la différence entre le témoin avec et sans le 3e apport. Donc là je vais pouvoir déclencher le 3e apport peut-être semaine prochaine, et après il y en aura encore un 4e. Donc cette année je fais que des apports entre 30 et 40 unités, pour l'instant c'était 2 fois 30, et c'est un pilotage qui m'a bien plu cette année. Bon voilà, je vais quand même m'arrêter là, je voulais vous parler plus longtemps de la partie azote, oligo ou autre, mais on en parlera dans une autre vidéo. Allez, salut. Ah si, j'ai oublié un truc. Aux jeunes qui étaient venus, je leur ai dit,
Vous voyez mes passages de pulvée, ils sont à 30 mètres. J'ai changé de largeur de pulvée l'année dernière, avant j'étais à 24 mètres. Retrouvez-moi mes anciens passages de pulvérisateur, sachant que je n'ai passé aucun outil pour effacer mes traces de pulvée. Donc les précédentes étaient par là. Je retrouve même pas mes traces de pulvée. Voilà. Je vous ai sorti une autre mode de terre aussi. Pour voir un peu. Donc là j'essaie de descendre un peu plus profond, vous voyez. Parce que souvent, si on regarde que l'horizon 5 cm, des fois on peut avoir une bonne structure du sol sur les 5 premiers centimètres. Surtout en TCS rapide avec pas mal de passages de déchômeur à disque. C'est souvent joli là, mais c'est ici que c'est pas joli. Bon ben là ça me va. Hein. J'ai oublié de vous montrer les blés de colza. Ils sont comme ça. Alors c'est pas la même lumière que les autres prises de vue, mais ici ils ont eu beaucoup moins faim que la partie tournesol. En fait, c'est lié à la quantité de débris végétaux qui restaient. Je vais vous montrer. Visuellement déjà c'est différent, mais c'est lié au fait que ce soit du cimier 25 cm. Et donc là ici on a une couverture du sol par les débris végétaux qui est plus important, et donc une activité biologique qui était différente. Et donc la vie biologique du sol est alimentée pendant tout l'hiver par rapport à du tournesol, et l'impact de l'eau, des excès d'eau ont été moins importants. Et si on regarde, ça c'est la structure de surface de ces parcelles. Donc les blés en précédent colza sont toujours plus beaux ici qu'en précédent tournesol. C'est lié à la quantité de racines de la couverture précédente. Donc ici ça peut être la repousse de colza plus le colza en lui-même, alors qu'en précédent tournesol, comme il y avait des pieds que tous les 75 cm, ça m'aide pas à garder une bonne structure en interrang. Donc vous voyez, ça donne quelque chose comme ça. Donc c'est pas mal. Allez. Ici c'est du blé dur, il y avait du scalpage, donc du travail du sol superficiel à 5 cm. Vous voyez, la surface du sol n'est pas mieux, il n'y a pas une meilleure activité biologique dans la partie scalpage que dans la partie semi-direct, tournesol limite. Je pense que c'est mieux un peu plus dans la partie semi-direct. En plus, normalement c'est une parcelle avec un antécédent un peu meilleur, mais voilà. Donc il n'y a pas de réelle différence au comportement du sol. Peut-être que ça se ferme un peu plus parce qu'il y a moins de débris végétaux à manger à long terme. Ici on est dans une autre parcelle de blé dur, une des parcelles les plus anciennes en ACS, avec le taux d'argile le plus important. Donc souvent j'ai remarqué, plus le taux d'argile était important, plus l'ancienneté, plus l'activité biologique de surface, on voit, est tout à fait correcte, malgré l'hiver très humide. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'avec les années, il y a une espèce de matelas racinaire qui s'est développé avec les années ici, et qui fait que même parcelles plus argileuses comme ça arrive à beaucoup mieux supporter l'hydromorphie. Je vous remonte un peu l'état de surface de la parcelle. Vous voyez, donc là ici c'est plus de 7 ans sans travail du sol. On voit que tout se tient bien. On voit la couleur d'origine des sols. Je ne sais pas si ça rend bien en vidéo, mais c'est beaucoup plus rouge sur cette partie-là. Et là, on a commencé à bien concentrer la matière organique sur l'horizon de surface. Et je vois un comportement bien amélioré de ces parcelles avec le temps. Où plus ça va, mieux ça va. Après, avec 850 mm, on a encore des mouillères avec des manques. Mais cette année, je pense qu'il faut accepter les manques. Bon allez, on continue le ramassage de pierres. Bon, je m'excuse, ça fait 2 vidéos pour le coup assez longues. Je pensais pas que ça allait prendre autant de temps. J'ai pas tout dit vis-à-vis de l'azote, des oligos, de la partie calcique. Mais bon, c'est pas grave, on en parlera d'autres fois.
Donc au travers des différentes prises de vue que je vous ai montré, les parties travaillées, non travaillées, l'ancienneté, le taux d'argile ou pas, on voit que c'est une influence, ça peut avoir une influence sur, sur la structure du sol, sur l'activité biologique. Ce que je vois chez moi, c'est que la partie travail du sol n'a pas de réelle influence sur la partie activité biologique. La structure n'est pas forcément dégradée partout. Il y a plein d'endroits où c'est identique. Donc je ne peux pas dire que ça a dégradé pour le semis. Du blé en lui-même au niveau de la qualité, de semis, par contre au niveau de la portance, oui. Sauf dans le scalpage superficiel à la dent. Là-dessus, j'ai pas eu de différence, c'était pas mal. Donc voilà, le but c'est de vous montrer que même dans les zones avec du strip-till avant, du travail du sol, j'avais pas de meilleure dynamique de minéralisation pour le blé. Donc ça n'a pas influencé directement, même indirectement, mon choix et ma stratégie de fertilisation, et on voit que le blé se développe pareil à l'endroit où il y a eu du travail du sol juste avant ou 6-8 mois avant pour le tournesol. Donc c'est bon signe pour moi, mais ça ne veut pas dire que ça peut être le cas partout. Il faut rester vigilant toutes les années selon vos structures, selon l'antécédent, les conditions de récolte. Donc il ne faut pas se dire une fois que j'ai arrêté de travailler le sol, c'est fini, je ne le refais plus jamais. C'est vraiment de l'observation continue pour s'assurer que on est toujours dans la bonne dynamique. Parce que quand ça va bien, ça va de mieux en mieux. Quand ça va moins bien, ça va de pire en pire. Allez, salut!